Ça y est, le grand jour est enfin arrivé. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle de mon livre Africain et fier. Et à cette occasion spéciale, j'ai un cadeau spécial pour vous. Mais avant de découvrir de quoi il s'agit, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Mansa Yem, je suis le promoteur de cette chaîne Afrique Libre et Prospère. Et je sors mon livre aujourd'hui justement. Et c'est l'occasion de vous informer qu'il est en promo jusqu'au dimanche. Le livre est disponible sur Amazon et sur argentlivre.com. Le livre est disponible en version papier et en version PDF. Normalement, il coûte 30 € pour la version papier et 15 € pour la version PDF. Mais à l'occasion justement de la promo, il est à 15 € sur Amazon pour la version papier et 19,99 € sur argentlivre.com. Et s'agissant de la version PDF, il est à 7 € pour le prix Kindle sur Amazon et à 7,99 € pour la version PDF sur argentlivre.com. Tout ça, je le rappelle, ce sont les prix promo et ils seront valables jusque dimanche. Passé ce délai, les prix remontent à 30 € pour la version papier et à 15 € pour la version PDF. Tous les liens pour vous procurer le livre sont en description. Comme je disais donc, aujourd'hui, c'est une journée spéciale, raison pour laquelle j'ai un cadeau spécial pour vous. Il s'agit pour vous de découvrir mon livre, le contenu du livre. Parce que justement, je vais vous lire un chapitre pour que vous ayez une idée concrète et claire du contenu puissant du livre. C'est parti pour la lecture. J'ai choisi de vous lire le chapitre 4 qui commence à la page 85. Et ce chapitre, le chapitre 4, s'intitule « Ce que j'entends par la reconstruction de l'Africain ». Ce qui ne participe pas à la reconstruction de l'Africain. Quand je parle de reconstruction de l'Africain, je ne demande pas aux Africains de vivre le regard plongé dans les douleurs du passé, les yeux pleins de larmes, le cœur rempli de rancœur. L'on ne progresse pas en se tenant aux écueils du passé parce que l'on continue à se blesser inutilement. Néanmoins, on n'avance pas non plus en ignorant ou en étant inconscient de la présence des blessures infligées par ces récifs. On avance sereinement en faisant la paix avec un passé douloureux et en prenant le temps de guérir les blessures qui en découlent. Toutefois, pour faire tout ce travail, il est très important de connaître son passé, tout son passé. Alors, pour reconstruire l'Africain, il ne faut pas occulter son passé. Il ne faut pas non plus faire de ce passé une cause d'amertume, de barbarie et de rejet entre ses protagonistes. Pour reconstruire l'Africain, il faut faire de son passé une source de connaissance. Car, comme l'avait dit le philosophe anglais Sir Francis Bacon, le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Quand je parle de reconstruction de l'Africain, je ne plaide pas pour un retour dans le passé. Je ne suis pas nostalgique d'une époque précoloniale ou d'avant la traite négrière, époque que je n'ai jamais connue personnellement. Je ne demande pas l'abandon du français, de l'anglais, de l'espagnol ou du portugais comme langues officielles parlées en Afrique. Ce n'est plus le temps pour cela, car le monde dans lequel nous vivons désormais est globalisé et une telle mesure ne serait bénéfique à personne, encore moins aux Africains. Je ne demande pas un nouveau tracé des frontières entre les États africains. Je ne demande pas l'abandon des religions qui ont été insufflées aux Africains par les Occidentaux ou même les Orientaux. Non, je ne plaide pas pour des mesures rétrogrades qu'il serait quasiment impossible à mettre en œuvre et qui, en plus, ne correspondraient plus à notre temps. Car nous sommes au XXIe siècle et non plus au XIXe ni avant. Quand je parle de reconstruction de l'Africain, je ne plaide pas pour l'abandon pur et simple des prénoms occidentaux. Le mélange de l'Africain avec le Caucasien de l'Ouest, en Europe et aux Amériques, fait partie de notre histoire commune, même si elle a été brutale. Nous devons l'accepter comme telle, nous accepter mutuellement et nous respecter réciproquement. Nul ne peut revenir en arrière. Cette mixité, ce métissage est une empreinte ineffaçable qui marque désormais le monde dans lequel nous vivons en ce 3e millénaire. Plus vite nous accepterons cette réalité du côté des deux parties, noir et blanc, et même au-delà de ces deux seuls peuples, car le métissage des individus et la présence de plusieurs races sur un même territoire n'iront que grandissant avec la globalisation de notre monde. Mieux nous nous porterons tous, car nos échanges et nos interactions n'en deviendront que meilleurs. Quand je parle de reconstruction de l'Africain,
Je ne plaide pas pour un repli identitaire de l'Africain sur lui-même, car qui dit repli identitaire ou communautaire dit isolement de soi par rapport aux autres qui sont différents, repli sur soi-même afin de vivre dans un entre-soi réducteur, enfermement de soi dans les limites de sa mêmeté, tout en rejetant dans le même temps l'autre car différent, tout en stigmatisant sa dissemblance, tout en faisant de sa différence un motif pour le discriminer, souvent négativement. La non-acceptation de l'autre tel qu'il est, avec ses différences, est la manifestation première de la crispation sur soi qui caractérise le repli identitaire. Le repli identitaire est le refus, voire le rejet de la diversité. Disons la chose simplement. Reconstruire l'identité africaine n'implique pas rejeter tout ce qui est non-africain en général et occidental en particulier. Reconstruire signifie simplement réhabiliter ce qui avait été détruit. Pas besoin de s'attaquer aux constructions des autres pendant que nous réalisons et affirmons nos propres constructions. Comme je l'ai défendu au paragraphe précédent, l'acceptation de l'autre avec sa différence, ainsi que la reconnaissance et le respect de cette différence sont des ingrédients clés de l'harmonie entre les peuples qu'aucun de ces derniers ne peut ignorer. L'Africain, pendant son processus de reconstruction, accepte et respecte l'occidental malgré le passé violent qui les avait opposés à cause de leurs différences respectives. L'occidental et les autres peuples du monde acceptent l'africanité et la négritude de l'Africain, ainsi que celle de tous les peuples noirs du monde, reconnaît la dignité de cette différence et respecte tout ce qui la caractérise, en commençant par la couleur noire de sa peau. Point de place pour les complexes, tant de supériorité que d'infériorité. C'est cela que je prône et défends. La reconstruction de l'Africain. Quand je parle de reconstruction de l'Africain, je parle de notre affirmation à la face du monde. Je parle de l'affirmation de la culture de l'Africain dans ses différentes déclinaisons. Ses prénoms et ses noms, ses coutumes et ses rites, ses langues, ses religions, ses musiques, son art, ses structures sociales, ses styles de vie, ses sciences, ses technologies, ses philosophies, etc. Je parle de l'affirmation de tout ce qui caractérise l'Africain en commençant par son aspect physique. Sa peau noire, ses cheveux frisés, son nez épaté, ses lèvres charnues. Ce ne sont pas des tares. Ce sont de simples caractéristiques humaines qui soulignent la richesse dont s'est fait preuve la nature en matière de biodiversité. L'Africain a sa place dans le monde. L'Africain n'est pas un sous-homme. L'Africain a de la valeur, autant de valeur que tous les autres peuples qui couvrent la surface de la terre. La nature nous a dotés des mêmes capacités physiques, émotionnelles, intellectuelles et spirituelles que le reste de l'humanité. Ce message enjoint fermement et solennellement l'Africain à se réveiller et à replacer sa confiance en lui-même. Il enjoint également avec fermeté le non-africain à faire preuve de respect vis-à-vis de l'Afrique et de ses enfants où qu'ils se trouvent dans le monde. Quand je parle de reconstruction de l'Africain, je demande à l'Africain de cesser d'être divisé contre lui-même. C'est une erreur que certains de nos aïeux africains ont commis hier, c'est une erreur dont l'Africain d'aujourd'hui a encore malheureusement du mal à se défaire. Il est de notre devoir, Africains et Africaines d'aujourd'hui, d'éviter que le jeune Africain de demain perpétue la même erreur. Hier, certains de nos ancêtres d'Afrique subsaharienne ont été convaincus, notamment par des arguments économiques, à participer à l'idée de trafic humain transatlantique d'esclaves noirs, en facilitant aux négriers européens l'accès à la matière première biologique dont ils avaient besoin, des esclaves. En toute logique, compte tenu de la faible pénétration territoriale des trafiquants d'esclaves européens en Afrique, ainsi que de leur nombre réduit comparé aux populations autochtones qui peuplaient l'ensemble du continent, ces trafiquants avaient nécessairement besoin de partenaires commerciaux
locaux pour mener à bien leur trafic humain. Certes, ils ont forcé certains Africains en usant de méthodes violentes et pernicieuses à participer à cette hideuse traite, mais ils en ont convaincu d'autres en se servant simplement de leur ignoble cupidité. Aujourd'hui, au lendemain des indépendances des nations africaines face à la colonisation, on voit encore cette division de l'Africain contre lui-même s'exprimer d'une manière différente. On voit des guerres civiles et des génocides nés de luttes de pouvoir pour contrôler des pays fabriqués de toutes pièces sur un bout de papier quelque part hors d'Afrique par des colonisateurs en 1884. On voit des gouvernants africains, autant au sommet de l'échelle qu'à des niveaux intermédiaires, utiliser la position d'autorité à laquelle ils ont eu accès pour se servir illégalement, copieusement, sans honte ni regret, d'une manière qui même détruit l'avenir des futures générations africaines, au lieu de servir le peuple de l'Afrique. Cette population africaine a besoin de gouvernants intègres et courageux pour accélérer sa rémission des séquelles d'une histoire difficile et douloureuse sur plusieurs siècles, afin de se relancer encore plus efficacement dans la course. On voit des ennemis et des tribus noires qui gaspillent leur énergie à manifester de l'animosité les unes envers les autres. Elles le font dans un monde où elles sont toutes méprisées par les autres peuples de la terre à cause de leur faiblesse commune et de leur retard notamment économique. Dans un monde où les autres peuplades cherchent des raisons pour s'unir dans leurs régions respectives, Chine, Inde, États-Unis et Canada, Union européenne, Fédération de Russie, au lieu de se diviser. Pour accomplir notre devoir d'éviter que l'Africain de demain s'embourbe à son tour dans l'erreur de la division, il faut se mettre au travail. C'est essentiellement un travail d'éducation à l'unité africaine. Comme exemple concret, nous avons en l'occurrence le travail que nous réalisons à travers l'écriture et la diffusion du présent ouvrage. Il existe bien sûr d'autres manières de participer à la tâche. Que chacun apporte sa pierre et l'ajoute à l'édifice de l'éducation à l'unité africaine. Certes, des contributions valeureuses sont apportées régulièrement à travers le continent par des dignes fils et filles de l'Afrique, mais tant que l'unité africaine n'est pas une réalité concrète, notre travail n'est point achevé. Il faut davantage de contributions pour y parvenir. Quand je parle de reconstruction de l'Africain, je parle de rappeler à l'Africain qu'il est capable. Je rappelle à l'Africain et à tous les hommes de la terre que de nombreux Noirs, à travers l'histoire et même aujourd'hui encore, apportent leur pierre à l'édifice qui façonne le monde. Aussi, la contribution de ces personnes noires est tout aussi excellente que celle apportée par les non-noirs à la construction du grand édifice de l'humanité. Les lignes qui suivent illustrent quelques-uns des apports de ces hommes et de ces femmes noires qui, de par leur excellence, participent au bâtissage du grand édifice humain. Le peuple noir est aussi capable.